parti. Merci, mesdames. Donc, bienvenue et merci de venir participer à ce webinaire. Le thème, c'est voilà, d'approvisionner la restauration collective. L'idée, c'était un petit peu de discuter, un petit peu de voir, d'essayer de faire un peu le lien et d'avoir un retour d'expérience d'un agriculteur qui approvisionne la restauration collective. Alors, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible. Donc, on n'aura pas le retour d'expérience de Christian Reca, malheureusement. Mais c'était aussi le but, c'était aussi un petit peu de présenter voilà, comment ça se passe, quelles sont les contraintes de la restauration collective. Et ça, c'est ce que va faire Ludwig. Donc, merci vraiment d'être là. Donc, en termes de déroulé, oui, quelques consignes d'abord. Donc, on va essayer de prévoir un temps de questions-réponses après chaque partie. Donc, si vous avez des questions, plutôt, voilà, soit vous attendez la fin de la partie, soit vous les écrivez dans le chat. Et si vous souhaitez prendre la main, enfin, prendre la parole, vous pouvez utiliser le petit bouton lever la main. Voilà, je vois que vous l'avez fait, mais donc du coup, si vous ne prenez pas la parole, ben, merci de couper vos micros. Et s'il y a un problème de connexion, en général, couper la vidéo, ça permet d'avoir un petit peu plus de fluidité. Voilà. En termes de déroulé, donc on va commencer par un petit brise-glace simplement pour se présenter. Je vais présenter aussi de mon côté, moi, la FDC VAM du Gard. Ensuite, on passera à la présentation du coup de Ludwin sur la restauration collective. Et après, suivi un temps de questions. Donc malheureusement, on va faire sauter les deux parties avec Christian Rucka. Et à la fin, il y aura une petite évaluation à chaud. Ça prend vraiment 5 minutes à remplir juste pour que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. Donc je vous enverrai le lien tout à l'heure. Voilà. Et donc du coup, je vous propose de commencer par vous présenter. Alors moi, je vais hop, attraper un petit stylo. Donc voilà, si je ne sais pas qui veut commencer pour prendre la parole pour se présenter. Donc oui, voilà, l'idée c'est nom, prénom, si vous êtes installé, sur quel type de filière de production vous êtes, si vous êtes en bio ou pas, avec d'autres labels, et surtout voilà, qu'est-ce que vous êtes venu chercher en fait dans ce webinaire, et puis voilà, si vous avez d'autres choses à partager. Allez, je vais vite. Bah voilà, Loïc, parfait. Mais je vais peut-être le faire par écrit parce que je crois que ça on entend des plus mal en général. Ah oui, ça grésille un peu, ouais, en effet. Je vais le faire par écrit si ça vous va pour Ok, ouais, ouais, ce sera peut-être mieux. Super. ouais, Merci. merci. Et Louise, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je vous fais ça dans une seconde. J'ai un tout petit souci de son. Je Ok, vous entends pas du tout en fait. Donc, je suis en train de me connecter avec un autre ordinateur mais je peux commencer par me présenter si vous voulez. ouais. Donc du coup, je m'appelle Louise Castagnier. Je suis installée à la ferme de la Condamine à Montpellier. Moi, ça fait 1 an que je suis installée. Alors du coup, j'ai pas trop entendu ce que tu attendais après comme autre présentation, mais sinon, pour présenter rapidement la ferme, on a un collectif de 3 maraîchers installés sur 5 hectares de terre de la métropole. Bon. Sur ces 5 hectares, il y a à peu près 2 hectares entre 1 et 2 hectares de cultivés en, c'est du maraîchage diversifié biologique et on fait quelques visites de ferme pédagogiques aussi. Voilà, c'est principalement ça. On commercialise globalement sur un marché les mercredis soirs dans Montpellier. Ensuite, on a quelques magasins qu'on livre et c'est principalement ça nos débouchés. Ça nous est arrivé de commercialiser un petit peu avec la restauration collective cet été, mais globalement, ça représentait pas une régularité très forte parce qu'on répond pas vraiment à leurs critères. Donc, on a essayé de mettre en place quelque chose avec eux, mais qui a pas vraiment pris pour le moment. Voilà, je sais pas si je vous entends pas très bien. Est-ce que c'est possible de m'accepter avec l'autre Oui, ordinateur pardon, dans la alors, réunion? désolée, mince. Hop, Pas de souci. là, voilà, c'est tout bon normalement. Voilà, comme ça je peux avoir le son d'un côté et parler de l'autre. Merci. Parfait.
Ok. Donc, je sais pas s'il vous fallait autre chose. Bah ouais, c'était ouais, un petit peu voilà, savoir aussi ce que tu étais venu chercher comme dans ce webinaire, quelles étaient les questions auxquelles enfin voilà, quelles sont les réponses que tu attends un petit peu aujourd'hui. Alors, euh, ah pardon, en fait, ça va être horrible. C'est une seconde. Ok, ça y est, je vais m'en sortir. Donc moi, là, pour le moment, j'ai pas trop suivi ce que c'était le sujet de la réunion. Je suis désolée, c'est un peu mon collègue qui m'a proposé d'y participer et lui, il est parti. Il avait d'autres choses un peu à faire. En fait, nous, on a pas mal de questions sur euh, d'autres retours d'expérience de maraîchers avec qui ça s'est bien passé. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place un peu pour répondre? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait le problème de fonctionnement entre les marchés publics et les fonctionnements un peu classiques de la restauration collective, qui a besoin de quelque chose un peu plus euh, comment on dit, des légumes calibrés qui arrivent en une certaine quantité avec pas forcément, voilà, on sait qu'il faut avoir une espèce de planification pour pouvoir fonctionner avec de la restauration collective. Et voilà, un peu savoir comment ça se passe, quelles sont les attentes des deux côtés pour que ça marche bien. Et oui, voilà, du retour d'expérience. Globalement, c'est à peu près ça. Et puis pour voir si en fait, nous, ça peut être un débouché qui paraît super intéressant, mais est-ce que ça peut correspondre entre nos contraintes à nous et les contraintes de la restauration collective, quoi. Super, bah, merci beaucoup. Et du coup, je voyais que Loïc t'avait répondu dans le chat. Donc, je suis en projet avec un projet d'installation avec ma compagne en maraîchage diversifié sur une petite surface, accompagnée par Taille Vente. J'ai pas mal d'expérience en production, mais peu en commercialisation. Explore en ce moment la vente directe et souhaite en savoir plus sur la restauration collective. Mes attentes seraient avoir des repères en termes de volume, de prix, de contraintes temporelles et techniques, notamment. Et idem sur les contraintes de planification et production. Ok. Vous avez un petit peu la même question sur la planification. Ouais. Super. Je ne sais pas si... Oui, voilà, c'est un bon tour. Oula, je suis partie maintenant. Bah, du coup, ouais, si c'est bon pour vous, si vous avez pu exprimer ça, moi je vais faire une petite présentation rapidement sur enfin, voilà, la FD CIVAM du Gard. Donc nous, on est basé à Sommières. On, on a beaucoup de champs d'intervention, là, comme vous voyez sur la diapo, donc notamment l'agriculture biologique, qui a maintenant un pôle en fait dédié, alors qu'avant, bah, il y avait un CIVAM bio du Gard qui existait, mais qui a mis la clé sous la porte il y a quelques années. Donc c'est revenu en fait un pôle bio à l'intérieur de l'AFD. Mais donc évidemment, l'agroécologie est au cœur quand même des missions de l'AFD. Il y a également un gros pôle formation. J'ai tout un catalogue. On a un catalogue de formation qui est assez rempli, qui fait environ, enfin, je crois que cette année on avait 89 formations. Donc voilà, il y a beaucoup de formations. Il y a également des journées d'échanges techniques. Voilà. Et après, mes collègues gèrent aussi pas mal de parties sur l'éducation, la sensibilisation, les circuits courts, l'agritourisme. Et on a également un projet de création de tiers-lieux. Et donc, voilà, on a plein de champs d'intervention différents, mais également pas mal de publics différents. Donc, c'est centré quand même pas mal autour des agriculteurs et des porteurs de projets, mais également tout ce qui est jeunes publics, consommateurs, jardiniers, citoyens. Et évidemment, on essaie de faire le lien avec les élus et les agents des collectivités. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec ma collègue Lara aussi sur les questions de l'approvisionnement de la restauration collective et sur la restauration hors domicile un peu plus généralement. Donc voilà, je présente juste le pôle bio rapidement. Donc pour l'instant, on est deux. On espère avoir peut-être une troisième personne bientôt, mais bon. Donc moi, je travaille à l'AFD CIVAM depuis décembre et je prends le relais donc, sur le développement des filières. Donc j'ai trois aspects qui sont les PPM, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, les grandes cultures avec notamment l'animation d'un collectif qui fournit le pain Raspaillou, qui est le pain bio et local
du Gard et également sur les fruits et légumes de Migros. Donc, c'est dans ce cadre-là que je participe, enfin, que j'organise ce webinaire. Et ma collègue Lara, elle s'occupe aussi voilà, plutôt sur un aspect territoire. Et donc, du coup, voilà, la restauration collective, c'est plutôt elle qui fait le lien avec les collectivités, alors que moi, je suis plutôt sur la partie un peu amont, production. Voilà, et puis toutes les deux, on anime aussi le point Info Bio pour vous informer, vous orienter sur la réglementation, les formations, les aides concernant l'agriculture bio. Voilà. Et je fais un petit peu de pub tant que j'y suis pour une formation que Ludivine organise bientôt. Alors, je sais pas, tu pourras peut-être nous dire la date, enfin, si ça a été confirmé, 27 ou 28 mars, mais donc du coup, voilà, qui sera pour aller beaucoup plus loin que ce webinaire d'une heure avec une journée entière en fait dédiée aux débouchés restauration collective. Oui. Voilà, et ça, c'est le lien que je vous donnerai après. Donc, j'arrête le partage. Alors, est-ce que j'ai arrêté le partage de l'écran? Oui, c'est bon. Oui, Pardon. Et du coup, je te laisse la parole, Ludivine. je me laisse je prends la main. Ouais. Bonjour à tous les deux. Moi, je suis Ludivine Laurette. Je suis chargée de projet restauration collective à Bio Ariège-Garonne. C'est le groupement de producteurs bio installés en Ariège et Haute-Garonne. Donc, je fais partie de la même fédération que qu'Élise, de la fédération régionale Bio-Occitanie. On est une douzaine de salariés dans le GAB. On a plusieurs actions, notamment d'accompagner les porteurs de projets et agriculteurs déjà installés sur de l'accompagnement technique en organisant des formations, des rencontres. Il y a eu quelques semaines, il me semble d'ailleurs, une rencontre dans le Gard avec les producteurs de plantes à parfum aromatique et médicinal, Oui, tout à fait, ouais. Ouais, où une collègue est venue par chez vous. Pareil, depuis bien 20 ans, on fait de l'accompagnement des établissements de restauration collective en les mettant en lien avec les producteurs du bio du territoire, nos adhérents, pour augmenter les approvisionnements en produits bio locaux dans les menus, dans les achats des cantines. Et concernant l'accompagnement de la restauration collective, on fait autant des établissements, alors plutôt scolaires. C'est le gros quand même de nos accompagnements. Mais là, depuis un an ou deux, on fait également plus particulièrement de l'accompagnement des établissements médico-sociaux, plutôt des EHPAD. On fait un petit peu aussi de restauration d'entreprise, voilà, d'autres secteurs du social, comme les crèches, par exemple. Ça, et on fait aussi des temps collectifs d'information sur ces évolutions de pratiques, que ce soit principalement auprès des responsables restauration, des responsables d'établissement, mais aussi, du coup, comme aujourd'hui, auprès des producteurs qui s'intéressent à la restauration, à ce débouché-là, la restauration collective. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Donc, j'ai noté un petit peu les attentes que vous aviez sur cette intervention. Partager par ici. On va être ici. Je crois qu'on est bon. Hop. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, ouais, on voit. Ok, hop. Alors pour commencer, j'ai prévu de vous présenter les différents secteurs qui englobent la restauration collective. Donc la restauration collective comme la restauration commerciale. Donc, restauration commerciale, c'est plutôt tout ce qui est restauration privée avec les restaurants traditionnels, par exemple. Les traiteurs également, on va les retrouver dans ce qu'on appelle la grande famille de la restauration hors domicile. Et la restauration collective représente à peu près 7 millions de repas par jour, ce qui fait au global sur une année un peu plus de 3 milliards de repas servis. On va distinguer deux grands secteurs. Le secteur de la restauration sociale. Donc là, on va avoir
Les, le secteur de l'enseignement avec, comme je disais tout à l'heure, hein, les écoles primaires, les collèges, les lycées également, les établissements du médico-social, avec les crèches, les hôpitaux, également d'autres secteurs comme les centres de vacances et puis la restauration d'entreprises, que ce soit secteur administratif, euh, voilà, ou les entreprises privées. Pour vous en dire un peu plus là sur la restauration collective, hein, c'est le secteur qui regroupe toutes les activités qui consistent à préparer et fournir des repas à toutes les personnes qui travaillent au sein de ou qui vivent au sein de ces structures. Donc dans une collectivité, un organisme de droit public ou de droit privé, et qui répond à un besoin social de l'alimentation. Ça, selon les différentes structures, on peut être sur des modes de gestion qui sont différents. On va en avoir deux. La gestion directe, qui représente à peu près 60% de la gestion de la restauration collective. Et la gestion qu'on appelle concédée. Donc là, ça va être la préparation, que ce soit des repas, de la fabrication vraiment des repas. Donc là, ça va être la gestion entièrement déléguée à un prestataire extérieur, que ce soit une association, une structure privée, ou ça peut être une gestion qui lui est concédée de façon partielle, comme par exemple seulement l'achat des denrées. Et pour chacune de donc on peut retrouver chacune de ces structures dans ces deux cas de gestion. Par contre, en général, en gestion directe, on va se concentrer sur la gestion directe parce que c'est ce qui va vous parler un peu plus, puisque la gestion concédée, on a moins de marge de manœuvre au niveau des approvisionnements. Surtout qu'en général, j'ai pas les chiffres, mais la plupart du temps, c'est géré par des sociétés de restauration privées. Et là, vous concernant surtout sur la restauration scolaire, hein, par exemple, ça va être une compétence qui va être portée par la mairie, par la municipalité. Et donc là, votre interlocuteur, ça va être soit le responsable restauration de la cuisine, soit éventuellement aussi des élus qui sont en charge de l'éducation, des affaires familiales, de la restauration. Ça dépend comment est structuré le conseil municipal. Euh, la compétence des EHPAD publics et des collèges, elle revient au département, au conseil départemental. Donc là, bah, pareil, soit ça va être au niveau du conseil départemental, le service éducation, par exemple, ou le gestionnaire de l'établissement. Le responsable restauration aussi peut être votre interlocuteur. Parce que selon l'établissement, il peut y avoir plus ou moins de marge de manœuvre laissée sur les approvisionnements aux responsables restauration. Pour les lycées, la compétence, elle va revenir au conseil régional. Donc là, on va être un peu dans le même cas que le département, enfin que les collèges. Voilà, je pense que ouais, après, qui peut vous parler aussi, il y a les restaurants administratifs. Je ne sais pas si vous en avez par chez vous. Et là, ça va être plutôt les associations de salariés, voilà, qui vont être vos interlocuteurs. Est-ce qu'il y a des cas que vous avez identifiés autour de chez vous qui se retrouvent pas ou qui vous posent question par rapport à cette présentation déjà? Pas pour Loïc. Ok. Donc ça, c'était pour les modes de gestion. Après, les modes de production, il peut y en avoir de différentes sortes. Soit on va être dans le cas d'une cuisine en remise directe. Donc là, le lieu de consommation est sur le même emplacement, le même lieu que le lieu de fabrication des repas. Ou on peut être dans le cas d'une cuisine centrale, où là, le lieu de fabrication des repas ne se trouve pas forcément, enfin, il peut y avoir un lieu de consommation qui est accolé au lieu de fabrication, mais
la cuisine centrale en général, enfin, la cuisine centrale livre d'autres lieux de consommation, ce qu'on appelle des cuisines satellites. Et il peut y avoir différents modes de liaison. En liaison chaude, donc là, il va y avoir c'est pour une consommation le jour J et la livraison se fait avec un maintien des aliments du repas à 63 degrés. Ou ça peut également se faire la livraison sous liaison froide. Donc après leur fabrication, les repas sont refroidis, livrés, puis remis en température sur le lieu de la cuisine satellite et ils peuvent être consommés dans les 2 à 3 jours après leur fabrication. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était un petit peu les contours du fonctionnement de la enfin, dans les grandes lignes pour l'instant, la présentation du secteur de la restauration collective. Euh, c'est un secteur qui est concerné par un certain cadre réglementaire et notamment les lois Egalim, enfin la loi Egalim, qui est une loi qui est issue des États généraux de l'alimentation de 2018 et qui propose différentes mesures, 5 mesures phares en l'occurrence, avec une mise en application depuis 2022 et dont le calendrier est progressif selon les différents secteurs d'activité et les publics concernés. Donc, c'est une loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. Il y a différents enjeux qui se mettent derrière ce cadre. Donc, comme on le lit, promouvoir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement, réduire les inégalités d'accès à une alimentation durable et de qualité, et assurer aussi une juste rémunération des agriculteurs du secteur agricole. Et aussi, ça peut être un outil, enfin, c'est un outil des collectivités qui souhaitent s'impliquer dans la transition agricole alimentaire de leur territoire, notamment à travers, du coup, la restauration collective. Et notamment en jouant sur la mesure qui concerne les approvisionnements en produits durables et de qualité. Donc, je vais y revenir, je vais le détailler un petit peu plus ensuite. Euh, il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire aussi. Je vais vous donner des exemples ensuite. La diversification des sources de protéines, la substitution des plastiques et l'information des convives. Donc, assez différentes mesures. Il y a la loi climat et résilience qui a ajouté un nouveau, enfin, pour certaines mesures, pour certains objectifs, un nouveau calendrier et mesures qui sont venues, des objectifs qui sont venus s'ajouter à celles déjà proposées par la loi Egalim. Euh, donc la loi climat et résilience, elle concerne plutôt la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement des effets de la résilience face à ces effets. Et donc notamment, si on prend l'exemple, celle qui vous concerne le plus, les approvisionnements en produits durables et de qualité, la loi Egalim a fixé un objectif d'atteindre en valeur d'achat 50% de produits durables et de qualité. Donc là, c'est les produits, enfin, c'est les signes officiels de qualité qu'on voit enfin, c'est les signes de qualité qu'on voit là dans la diapo que je vous présente. Il y a les produits bio, AOP, STG, label rouge, HVE. Et il doit y avoir au moins 20% de ces 50% qui sont des produits bio. Et là, la loi du coup climat et résilience a rajouté également ce qu'on peut voir en bas sur le diaporama, les produits issus du commerce équitable. Voilà, qui rentrent désormais dans ces 50%. Et la mesure qu'il y ait 60% des viandes et poissons qui contiennent un de ces labels-là. Voilà, donc ça c'est depuis 2022 que c'est concernant la restauration scolaire. Et si on fait
une petite différence du coup avec la restauration par exemple d'entreprise. C'est depuis 2024 par exemple que la restauration d'entreprise doit se conformer à ces objectifs-là. Pour les autres mesures, vous verrez dans le diaporama que je vous transmettrai d'autres exemples, notamment la diversification des sources de protéines. Euh, c'est cette mesure-là, c'est dans cette mesure-là qu'on retrouve par exemple le repas végétarien obligatoire une fois par semaine en restauration scolaire. Pas dans tous les secteurs, mais en l'occurrence en restauration scolaire, il doit y avoir désormais un repas végétarien à base de protéines végétales du coup, enfin pas forcément végétales, mais sans protéines viande, poisson, une fois par semaine. Il doit y avoir par exemple un diagnostic du gaspillage alimentaire réalisé sur l'établissement. Ou encore, je vous donne un exemple concernant la mesure qui concerne les informations des consommateurs. La part des produits durables et de qualité doit être à disposition des consommateurs à l'entrée de la cantine, du restaurant et diffusée de façon électronique une fois par an, par exemple. Voilà. Donc là, je voulais vous poser cette question avant d'enchaîner sur les différents aspects vraiment pratico-pratiques de la restauration, enfin, de l'approvisionnement en produits euh, de la restauration collective. Mais ça, on en a du coup déjà un petit peu parlé. À part si vous voulez, par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'alors, si vous voulez compléter votre présentation du début pour que moi je fasse après un focus sur des aspects particuliers. Je vois qu'il est 35. On a encore 25 minutes. Je pense qu'on a le temps d'aborder un petit peu les différents points, mais dans le doute que vous souhaitiez qu'on aborde un point en particulier, euh, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais je me demandais, alors, on dirait qu'il y a ces lois qui ouvrent un petit peu vers les produits sains, enfin, et voilà. Et du coup, est-ce que c'est un domaine qui est en manque de produits sur du maraîchage biologique, tout ça, ou est-ce que c'est déjà assez plein en termes, assez saturé? Tu peux écrire s'il faut. Oui. Je pense que j'ai compris, mais j'ai un doute. Savoir si depuis l'application de ces lois, s'il y a quand même, enfin, où en est en gros l'approvisionnement de la part des producteurs de ce débouché-là et savoir s'il y a encore de la place hein, ou si c'est bouché. Oui. Euh, alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que la loi prévoit qu'il y ait un reporting une fois par an des cantines sur l'atteinte de ces objectifs-là. En réalité, aujourd'hui, même si cet objectif est obligatoire, peu de cantines euh, déclarent leurs données. Ça s'est mis en place et il y en a de plus en plus, mais c'est pas encore ça. Par exemple, pour le département du Gard, je regardais tout à l'heure. Euh, ouais, il y a 465 cantines qui sont enregistrées, mais il y en a, j'ai pas su voir combien il y avait de cantines qui avaient déclaré leurs résultats. Mais si on prend l'exemple de l'Occitanie, sur les 3346 cantines l'année dernière sur la région, il y avait seulement 1852 cantines qui avaient publié leurs données. Donc pour avoir du recul déjà sur l'atteinte de ces objectifs, c'est un peu compliqué pour l'instant. Euh, et après non, il y a encore de la place. Hein. Euh, il peut y avoir, enfin, il y a différentes façons de s'approvisionner. On va le voir ensuite. Euh, et il y a des cantines qui s'approvisionnent encore, enfin, qui s'approvisionnent auprès de producteurs, de groupements de producteurs. C'est pas encore très développé. Enfin,
Nous, on accompagne justement ce changement de pratique parce que justement, par rapport à l'offre que proposent des gros faiseurs auprès desquels ont l'habitude de s'approvisionner la plupart des établissements de restauration collective, c'est pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement. Où là, le gros faiseur va être en capacité de fournir directement et enfin, de répondre à la demande directe du jour au lendemain de la cantine, ce qui va pas forcément être le même mode de fonctionnement qu'un producteur ou qu'une association de producteurs. Donc voilà, on accompagne les structures à aller vers cette évolution des pratiques pour favoriser davantage les approvisionnements de producteurs du territoire. Est-ce que ça répond à ta question, Loïc? Oui. Ok. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des spécificités, pardon, du débouché de la restauration collective, euh, par rapport à vos besoins, plutôt des retours d'expérience ou de la qualité, la quantité des aliments qui soient attendus, euh, je vous propose hop, voilà, d'abord les recommandations nutritionnelles. Alors, les établissements de restauration collective se basent sur un document qui date de 2015, qui date d'il y a quelques années maintenant et qui est en cours d'être remis à l'ordre du jour, il me semble, qui s'appelle le GEMRCN. C'est c'est un document informe, qui indique les fréquences, enfin des recommandations qui recommande des fréquences d'intégration de certains produits dans les repas qui sont proposés. Ça pour assurer l'équilibre nutritionnel, l'équilibre alimentaire des repas qui sont servis en restauration collective. Donc là, je vous en ai donné quelques exemples. Euh, donc ça va donner des fréquences, par exemple, pour les entrées à base de crudité, les plats d'accompagnement à base de cuidité. Donc là, c'est sur 20 repas consécutifs. Donc selon si le site, si on prend l'exemple de cantine scolaire, la cantine scolaire peut proposer des semaines à 5 repas. Donc lundi, mardi, enfin du lundi au vendredi. Donc là, on va être sur 4 semaines de repas consécutifs. Et si on est sur des repas lundi, mardi, jeudi, vendredi, on va être sur 5 semaines de repas consécutifs. Et on va regarder ces fréquences, ces recommandations de fréquence sur cette base de calendrier. Et ce même document, le GEMRCN, donne également des indications sur les portions, les grammages à servir. Par exemple, pour les crudités, on va être pour les maternelles, et pour les maternelles, on va être entre 40 à 60 grammes de crudités servies. Pour des élémentaires, on va être entre 60 et 80 grammes. Ça, après, ça va dépendre aussi du légume enfin, du produit qui est concerné. Pour les adolescents, à partir du collège, on va être autour de 100 grammes, entre 80 et 100 grammes à vérifier. Mais voilà, vous pouvez avoir toutes ces indications dans ce document-là, où il y aura qui- dont l'accès sera fourni sur le diapo. Également là vous êtes tous les deux en maraîchage. Ça donne également par exemple les entrées à base de cuidité ou les légumes d'accompagnement cuit. Et ça en fait, quand vous prenez contact avec l'établissement de restauration collective, parmi les informations qu'il y a à demander, c'est le nombre de couverts, le nombre de repas qui est fourni enfin qui est préparé tous les jours. Et à partir des indications que vous trouvez dans ce document, le GMRCN, vous pouvez avoir une idée de ce que ça représente en termes de quantité qui est commandée.
Ça. Après, pour les produits qui sont... ouais, ça s'enchaîne plutôt bien. Pour les produits qui sont attendus, c'est plutôt des produits de base. Des produits de base et qui vont nécessiter peu de main-d'œuvre, enfin, peu de logistique, peu de manutention, ouais, de préparation, comme la pluche, la découpe, hein. Parce que le travail de produit brut, justement, implique un besoin spécifique des besoins spécifiques comme des robots coupes, des parmentières, hein, enfin pour éplucher, pour couper plus facilement. Pour les tubercules, que ce soit séparé dans la chambre froide, par exemple. Donc, en termes de lavage, de découpe, etc., ce doit être des produits qui simplifient ces tâches-là, bien que dans nos accompagnements, euh, on sensibilise toujours que dès lors, et dans les formations cuisine aussi qu'on organise, on sensibilise toujours les équipes de cuisine au fait que dès lors qu'on choisit des produits bio, tout ce qui est épluche, hein, euh, pour certains produits, notamment des potages ou des produits, des légumes cuits, on peut s'économiser cette partie-là, la partie de pluche. Donc ça peut être un réel gain de temps. Euh, voilà. Et donc la stratégie, ouais, qu'on a l'habitude de conseiller aux producteurs, c'est dans un premier temps de proposer des légumes de base. Donc tout ce qui est oignons, patates, hein, pommes de terre, carottes, des légumes ratatouille quand c'est la saison, aubergines, courgettes, hein, concombres, euh, des choux aussi, ça peut marcher. Ça va être à discuter avec le responsable restauration. Des choux, des céleris raves, des choux raves, pardon. Et puis aller progressivement vers des légumes. Donc enfin voilà, commencer un partenariat comme celui-ci, enfin sur cette base-là, et et ponctuellement proposer des légumes qui ont une meilleure valeur ajoutée pour vous. Du céleri branche, des fenouils. Enfin, voilà, d'autres types de légumes, mais qui vont devoir, du côté de la collectivité, qui vont devoir être accompagnés, notamment par les animateurs scolaires, par exemple, si c'est eux ou les agents de restauration, selon comment est géré, comment sont accompagnés les enfants pendant le temps du repas. Voilà sur ça. Après, c'est encore une fois discuter avec l'équipe de cuisine, selon comment, de quels équipements ils disposent, de combien en termes d'effectifs en cuisine, combien ils sont par exemple. Nous, on a l'habitude de dire et puis ça se retrouve aussi dans des études, dans des guides, qu'il faut à peu près un équivalent temps plein, un personnel en temps plein pour préparer 100 repas. Voilà. Si ce que je peux rajouter sur la, les fréquences ou ouais, les fréquences d'introduction de certains produits, c'est qu'on va conseiller la collectivité à travailler sur ce qu'on appelle des plans alimentaires. Donc, on va reprendre les différentes catégories de produits qui doivent se retrouver sur les 20 repas consécutifs. Et puis, bah, pour les produits sur lesquels on sait qu'on a une offre bio sur le territoire, on va les mettre en régularité particulière dans le plan alimentaire. Et par exemple, bah, quand c'est une collectivité qui démarre, on peut lui proposer de mettre 2 entrées à base de crudités par semaine.
pour y aller progressivement autant sur le fonctionnement avec le producteur, avec l'association de producteurs. Et puis en termes de gestion des commandes, de gestion des produits, de découverte des produits aussi, ça permet d'adapter ces pratiques de façon progressive. Idem pour les légumes d'accompagnement. Ça. Est-ce que il y a donc là on a abordé plutôt les recommandations nutritionnelles, ce qui était quelques données là sur la main-d'œuvre, hein, les locaux, le matériel. Est-ce que sur les normes sanitaires ou les contraintes, hein, les modalités d'achat peut-être aussi? Il me semble que c'était une question de Louise, hein, sur les. Oui, On va peut-être. Ok. en fait, moi, c'était pas tellement sur les normes sanitaires. C'était surtout sur justement les contraintes en termes de matériel, de main-d'œuvre, etc. Oui. Nous, c'est quelque chose qu'on a effectivement rencontré où en fait, ils nous ont explicitement dit que les tomates, il fallait qu'elles fassent entre, alors j'ai plus les chiffres, mais c'était entre 100 et 150 et 180 grammes, par exemple. Enfin, en fait, je sais que ceux avec qui on avait travaillé, ils ont des machines de découpe pour gagner Oui. du temps. Et du coup, ça, voilà, c'est quelque chose, je sais pas comment on peut parce que j'imagine pour eux que ça représente beaucoup plus de temps s'il y a des légumes qui sont pas calibrés, mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour, travailler comme ça? Parce que nous, on n'est pas dans la capacité de fournir, des légumes très calibrés et de les trier un par un. Enfin voilà, c'est un peu je sais pas comment enfin, je sais que c'est un problème qu'on a rencontré en tout cas. Et est-ce que pour commencer avec ou même avec les collectivités, il serait pas plus facile? Donc là, j'imagine que c'était pour préparer pour servir des crudités. Est-ce que ce serait pas plus facile dans un premier temps de partir sur des légumes qui viendraient en accompagnement, par exemple? Alors on a eu le même souci avec des aubergines, du coup. Nous, en fait, les seuls produits qu'on leur a envoyés, enfin, avec lesquels on a travaillé, c'était des melons, des aubergines et des tomates et la question s'est posée pour les 3 légumes, quoi. Ok. Et est-ce que les équipes de cuisine ou les responsables restauration, les élus, euh, sont venus sur la ferme, par exemple, parce que ça aussi, ça peut faciliter la mise en lien, qui est une visite de ferme où vous présentez votre fonctionnement de ferme, qui est un échange aussi sur vous, vos pratiques, vos contraintes, les leurs. Euh, Élise, elle abordait rapidement la formation qu'on va proposer à la fin du mois à Biarriège-Garonne pour les producteurs qui s'intéressent comme vous à ce débouché-là. Et on va essayer de l'organiser justement sur une cantine pour qu'il y ait un échange entre les producteurs et le responsable restauration pour justement qu'il y ait un échange, comme je vous le dis, Mmh. sur les contraintes, hein, des deux parties pour trouver justement un consensus ou un arrangement sur des produits qui pourraient être essayés. Oui et bah, alors moi je trouve ça top. Je sais que nous en fait ce qui s'est passé alors c'était le début, je venais d'arriver donc j'ai attrapé un peu le cheval en route, enfin je le train en route pardon. Donc je sais pas exactement les détails des discussions avant, mais c'est, la métropole qui était passée et qui avait annoncé justement cette volonté de nous mettre en lien avec la restauration collective et que ça puisse se passer, en tout cas qu'on puisse fournir, de la restauration collective. On a eu heu, les gérants de la société qui alors j'ai plus tous les détails, mais il me semble que ce sont ceux qui achètent les légumes, qui les découpent et qui les revendent ensuite à la restauration collective. Ce sont du coup, c'est une prestation qui est vendue et en fait, le discours entre les 2 était un petit peu dissonant. Il y avait une volonté vraiment, voilà, de faire du lien, d'acheter ces légumes-là, tout ça, mais les prestataires nous ont expliqué qu'ils étaient confrontés au fait qu'en termes de main-d'œuvre et de budget, ils avaient des exigences qui, du coup, étaient assez incompatibles avec leur, enfin, voilà, c'était un peu compliqué de pouvoir, tout mettre en lien, les contraintes de chacun et ils ont tous, enfin, ces personnes-là ont visité la ferme, on en a parlé, on a essayé de discuter mais en fait, pour l'instant, il y a ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'à part avoir un budget plus élevé pour avoir plus de main-d'œuvre pour découper des légumes, par exemple, ils pouvaient pas vraiment faire autrement
que d'exiger des légumes très calibrés, quoi. Ok, parce que Voilà. ça peut être justement en discussion, identifier des légumes ou des jours peut-être qui sont plus faciles, où il y a un effectif de main-d'œuvre qui est un peu plus important ou adéquat, on va dire, pour travailler ce genre de produit et privilégier ces jours-là et pour travailler des produits enfin des légumes en l'occurrence, du coup, qui seraient Mhm. pas calibrés comme ceux qu'ils attendraient ou avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Ouais, ça et c'est aussi pour ça que ces discussions-là sont intéressantes. Après, si tu nous dis que ça a déjà été proposé, fait, c'est effectivement, on identifie un certain blocage. Non, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Je sais que nous, on a testé, il y a eu 3 livraisons ou 4 qui ont été faites. Donc c'est un balbutiement, quoi. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et voilà. On en a vaguement discuté et ça a pas on n'a pas continué après parce que de toute façon, hors été, on n'a pas forcément les volumes pour représenter quelque chose d'intéressant pour eux et donc pour l'instant, voilà, c'est un peu en stand-by. On va voir si on reprend un peu plus ça cet été. Mais il y a l'autre souci, c'est l'adéquation entre les périodes où nous, on a des excédents de production ou en tout cas des quantités qui peuvent permettre de représenter un volume intéressant pour la restauration collective. Et ces périodes-là, c'est principalement juillet et août. Et ce sont les périodes où, en fait, en restauration collective, il y a aussi un peu plus de creux, quoi. C'est un peu moins le moment adéquat pour eux. Bon, voilà. Ouais, pour de la restauration collective scolaire, effectivement, Oui. on va avoir cette fluctuation-là. C'est pour ça qu'il peut y avoir en complément les établissements médico-sociaux, enfin les EHPAD en l'occurrence, Oui. qui vont fonctionner à l'année et même du coup pendant les petites vacances scolaires et qui peuvent venir effectivement du coup en complément de la restauration scolaire qui a les grandes vacances, les petites vacances scolaires. Est-ce que Mhm. ça, c'est des établissements que vous avez déjà approchés Non, pour on les lesquels a vous pas encore souhaiteriez approchés, mais avoir je des pense infos? qu'effectivement, ça peut être super intéressant. Ouais, ça. Puis revenir solliciter de façon régulière en rappelant ce que vous avez comme produit, quitte à proposer aussi, ça c'est un conseil que je donne depuis pas longtemps à des producteurs, fournir des propositions de recettes, hein. Mhm. Faire des suggestions. Et après, ben, leur dire qu'on peut commencer, enfin, comme je disais, de façon progressive, deux crudités par semaine, hein. Surtout si tu nous dis que les volumes pour l'instant ne sont pas forcément, ne permettraient pas forcément pour l'instant de fournir de façon régulière, hein. Oui, c'est ça. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la structure. Et là, je sais que c'est. Alors, je sais plus exactement à quelle destination. Est-ce que je me sens pas que c'était que du scolaire. Il me semble qu'ils travaillaient avec la restauration d'entreprise et le scolaire. Mais c'était peut-être une trop grosse structure pour nous, quoi. On est une petite exploitation et on peut peut-être pas fournir une si grande quantité de produits. Donc, en tout cas, oui, il y a peut-être d'autres structures qui peuvent être intéressantes. Moi, je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser parce que je dois partir au marché. Mais en tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse pas mal d'arriver à en savoir plus et voilà, de se connaître un peu mieux les uns les autres en termes euh, enfin, d'acheteurs et de vendeurs de légumes. J'ai vu que la réunion, elle était enregistrée. Où est-ce que je peux voir la suite Alors, je vous enverrai le lien quand on mettra en ligne je vais y arriver, la vidéo. Et là, je viens d'envoyer sur le chat un petit lien là pour un retour. C'est un petit questionnaire, ça va prendre 5 minutes à remplir si tu peux, pour voilà, dire voilà, ce que tu as pensé de la réunion, enfin voilà, comment ça s'est passé pour toi le webinaire. Et puis voilà, comme ça, j'aurai aussi tes coordonnées à nouveau et pour envoyer le compte-rendu, et notamment le diaporama et la vidéo. Voilà, de toute façon, on va pas durer beaucoup plus longtemps, je pense. Parce que, voilà, on avait dit 14 à 15 heures, on approche des 15 heures. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup en tout cas et bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, Louise, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Du coup, j'ai vu qu'il y avait Loïc qui a mis une question à l'écrit. Je sais pas si tu as vu, Ludwine.
Donc tu demandes, est-ce qu'en général un producteur ou une productrice peut dédier uniquement une partie de sa production à la restauration collective, comme ses deux entrées de crudité par exemple, pour diversifier ses points de vente, ou bien les restaurateurs souhaitent plutôt des partenariats plus complets, aller vers le fait de prendre l'intégralité de leurs légumes au même producteur par exemple. Alors, pour une sécurité quand même de l'aspect enfin, de la commercialisation, on conseille effectivement de diversifier. Alors, pas n'avoir dix circuits de commercialisation, mais de diversifier ces différents débouchés. Après, en termes de, comme on le voyait là avec Louise, hein, en termes de diversité des légumes qui sont souhaités, comme je le disais, par rapport aux légumes de base dans un premier temps et avec lesquels seraient plus familiers et à l'aise hein, les équipes de cuisine. On va conseiller d'abord d'y aller progressivement, proposer une gamme de produits, quitte à en discuter avec l'équipe de cuisine, le responsable restauration, sur bah, par rapport à leurs habitudes, savoir s'ils cherchent peut-être des produits, enfin des légumes en particulier. Ça, c'est vraiment à discuter ouais, avec l'équipe de cuisine. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, Loïc, et si toi, Ludivine, il y avait d'autres points que tu voulais aborder, absolument un message à faire passer à brûle pour point. Pas spécialement les normes sanitaires là en tout cas pour Louise et Loïc qui ont plutôt une activité de maraîchage, on n'est pas trop concernés. S'il doit y avoir une association avec d'autres producteurs, euh, il y a je vais y arriver, il y a un petit point de vigilance, c'est que le transport des produits, notamment si on transporte dans un même véhicule euh, des produits carnés qui seraient même emballés sous vide et des produits terreux. C'est des produits qui doivent être, enfin, dont le transport dans un même véhicule peut être toléré. Ça dépend des services sanitaires, mais il faut bien veiller à les séparer dans le véhicule. Euh, si on continue sur les légumes, la livraison est plus appréciée et même au niveau des espaces de stockage, comme on peut le voir sur les photos, ça va être privilégié plutôt en cagette. À voir avec le site, à discuter avec la cuisine, avec la possibilité, voire pour récupérer les cagettes d'une livraison à l'autre. Ça. Après, il y a des éléments en termes de traçabilité qui sont à fournir à la collectivité. Donc, étiqueter les cagettes, les produits selon le conditionnement qu'ils auraient. Fournir sur le bon de livraison à minima le nom de la ferme, la nature des produits, les volumes qui ont été livrés et sur la facture associée, donc au service comptable en général. Le nom, l'adresse de la ferme, le nom du produit est bien précisé, ça, et notamment, ça facilite beaucoup les télédéclarations sur la plateforme Ma Cantine, enfin les télédéclarations dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Bien spécifier que c'est des produits issus de l'agriculture biologique, parce que ça permet déjà de faciliter la traçabilité pour la collectivité sur ses achats, mais aussi pour faire ce reporting-là sur l'atteinte des objectifs, les 20% de produits bio. Voilà, le logo européen et l'organisme qui certifie la ferme. Ça, donc voilà, vous aurez des infos sur le transport. Après, ça concerne tout ce qui est normes sanitaires, spécificités concernant les transports. Ça concerne
plus les produits d'origine animale. Euh, donc pour ceux qui regarderont le webinaire après coup, il y aura plus d'informations sur ça. Mais comme là, on a Loïc avec nous, on va plus se concentrer sur les produits, sur les informations qui pourraient l'intéresser. Je reparcours le diapo et euh, ouais, je pense qu'on a, si peut-être ça faisait écho à ce qu'on disait avec Louise tout à l'heure. Euh, les modalités, on peut finir sur ça, sur les modalités pour livrer la restauration collective, hein. Il y a plusieurs, donc c'est un fonctionnement différent de livrer seul ou livrer en collectif. Il y a plusieurs, il y a des pour, il y a des contre, hein. Euh, voilà. En livraison seule, on va avoir des produits, enfin, on va choisir plutôt des produits qui vont avoir une forte valeur ajoutée ou pour des sites qui seraient proches de notre ferme, bien que on vous encourage quand même on encourage quand même les producteurs à utiliser l'outil informatique Logico. Je ne sais pas si Loïc, c'est un outil qui te parle, mais c'est un site qui est facile à prendre en main, sur lequel on peut rentrer sa tournée de livraison. On peut même y préciser les volumes qui sont transportés. Et en fonction, on va pouvoir avoir une idée de l'itinéraire le plus optimal sur une carte qu'on peut mettre en place, avec la possibilité de bouger les différents lieux de livraison, enfin de modifier l'ordre de l'itinéraire. Euh, voilà. Tac, tac. Et par rapport aux établissements de restauration collective, quand on livre seul, c'est sur un rythme de 1 à 2 livraisons par semaine. Euh, Et après, il faut voir si comment on prend en charge les frais de livraison. Donc ça à discuter avec le site, mais en général, il n'y a pas forcément de frais de livraison qui sont associés. Et après, livrer en collectif, donc avec soit d'autres producteurs qui seraient déjà euh, associés au site, qui livreraient déjà le site, ou qui viendraient peut-être compléter, d'autres maraîchers qui viendraient compléter les produits. Ça permet, comme on le voit sur le premier point, d'avoir une gamme plus attrayante. Cependant, si c'est des producteurs qui ont euh, des produits d'origine animale, notamment, comme on le disait tout à l'heure, il y a un point de vigilance à avoir, notamment sur les conditions de transport, à bien séparer les produits. Ça permet aussi de mutualiser les différentes tâches, que ce soit l'aspect administratif que logistique. Pour la collectivité, ça permet d'avoir un interlocuteur unique, hein. Et ça sécurise aussi l'approvisionnement pour la collectivité, notamment si c'est des producteurs, enfin surtout si c'est des producteurs qui ont la même production. Ça. Donc là, vous verrez. Voilà, sur différents types d'organisations. Après, ça va plus parler. Je ne sais pas si dans le Gard, vous avez différentes plateformes, mais ça, je l'enlèverai peut-être de la présentation parce que nous, ça faisait écho à des plateformes qu'on a sur la Haute-Garonne et sur l'Ariège, avec des plateformes virtuelles de mise en relation collectivité et producteurs et d'autres plateformes de produits bio ou des associations de producteurs, par exemple. Je crois qu'on a des outils comme ça qui commencent à se mettre en place, mais voilà, je suis pas sûre que ce soit aussi au point que Ariège-Garonne. Mais si c'est bon pour toi, Ludwine, une dernière question de Loïc, et puis après on peut conclure. Donc Loïc demande, donc il est en train de chiffrer son projet et il trouve facilement les prix de la vente directe sur les marchés. Comment pourrais-je estimer les prix de vente aux collectivités? Ça fait un petit peu écho à
Le coût matière, hein, selon les collectivités, il peut être, donc le coût matière vraiment que le coût d'achat des denrées, il peut être compris entre 1,40 € et 3 euros euh, par repas et par jour. Euh, voilà, ça peut donner une idée. Après, ça peut être fluctuant. Là, je saurais pas dire sur je me note si je vois des compléments apportés à la présentation. Ça marche. Eh bien, donc, oui, cette question-là, peut-être éclaircir si on va compléter si possible. Donc, ouais, je remets une couche, Loïc. Je sais pas si tu as bien vu le lien pour le petit questionnaire. Super, merci. Et donc, du coup, bah, on va s'arrêter là. Il y aura je vous ferai un retour. Donc, normalement, dès que je mets la vidéo en ligne, j'enverrai un petit mail à tout le monde avec le lien et puis le diaporama. Et puis, entre-temps, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais faire passer aussi les demandes à Ludivine. Voilà, c'est vrai que nous, voilà, on essaye de travailler un petit peu sur ça, sur avoir enfin, de faire monter un petit peu une dynamique dans le Gard sur l'approvisionnement de la Restauco. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe et on essaiera de se mettre en lien. Voilà, Loïc, tu es basé sur quel département? Parce que si j'ai bien compris, Louise était à Montpellier. Agnès, ok. Ok. Dans l'Hérault, il y a le CIVAM 34, enfin le bio-CIVAM de l'Hérault aussi qui accompagne pas mal les établissements de restauration collective et notamment des collectifs de maraîchers, je crois, qui pourra peut-être aussi compléter les éléments que j'ai partagés aujourd'hui. Ouais, ouais, et puis je pourrais faire passer aussi les infos. Enfin voilà, c'est sûr que le Gard et l'Hérault, on travaille quand même assez souvent ensemble, donc c'est sûr Bah, que. Elodie, voilà, dans l'Hérault, c'est Elodie Bernard, notre collègue, qui gère cet aspect-là. Eh bien, dans ce cas, on va s'arrêter là. Merci à tous et toutes pour votre participation. Et puis, bah, à bientôt, j'espère, sur des projets de restauration collective. Ouais, avec plaisir. Au revoir. Oui, bonne continuation.